Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans RS Spécial Dakar pour cette deuxième étape de marathon. Comment vas-tu, Anthony ? Tout va bien, tout va bien. Il s'est passé pas mal de choses, moins qu'hier, donc ça va. Ah, ça va. Bon, on va s'en sortir. On va voir un petit peu qui en a payé les pots cassés, qui s'en est sorti. Avant de démarrer cette émission, je le sais, vous m'attendez là-dessus. Évidemment, on en parlera dans le prochain Stream VF. Mais voilà, vous me connaissez, je suis comédien. On a perdu Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman. Voilà, je voulais vous dire qu'on en parlera évidemment dans le prochain Stream VF et qu'on pense à lui, à sa famille, bien évidemment. Mais je ne pouvais pas démarrer cette émission sans avoir une pensée pour lui. On démarre tout de suite, sans trop d'émotion qui monte. Mon ami Anthony, cette deuxième épreuve marathon, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles ? Est-ce que le bivouac s'est bien passé ? Alors, le bivouac, c'est pas mal passé. Le gros morceau est passé. Ça y est, les 48 heures chrono, on sait qu'il va y avoir une étape marathon dans pas très longtemps aussi. Le 48 heures chrono, là, on redécouvre des petites images, une infographie. Mais ce 48 heures chrono, en fait, c'est une épreuve qui dure assez suffisamment longtemps, j'allais dire, pour bien permettre aux pilotes et aux équipiers de dormir à la Belle Étoile, donc dans un des 6 campements prévus à cet effet, et donc une étape en 2 parties. Et donc, quand on disait que dormir, la nuit s'était bien passée, oui, elle s'est bien passée. Les pilotes ont eu donc leur tente, leur duvet, leur matelas autogonflant, une ration de 6 litres d'eau pour recharger les camelbags, pour boire aussi au bivouac, évidemment, de l'eau chaude pour préparer les petites rations qui étaient prévues à cet effet. Les tentes, c'est pas des tentes de secondes. Mais j'allais te dire, franchement, j'ai vu les images là, en préparant l'émission. Franchement, ils disaient qu'ils espéraient faire monter la tente au plus tôt avant que la nuit tombe, parce que là, ouais, c'est pas les tentes de secondes. C'est galère, hein. Decathlon n'est pas encore partenaire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, Decathlon. Si tu nous regardes, je pense qu'il y a moyen de faire une belle OP pour l'année prochaine, parce que les pilotes vous seront très reconnaissants de jeter une. On le sait, c'est galère pour la remonter, mais ça limite quand t'es pilote, tu t'en occupes pas. Mais au moins, là, tu la montes assez facilement. Mais c'est rudimentaire. Et Gilles Devilliers disait qu'il espérait dormir 4 à 5 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, quand il dit « Ouais, je pense qu'on va faire une belle nuit, 4 à 5 heures », imaginez quand même que ça peut avoir des nuits avec de 1 à 2 heures, où on en parlera tout à l'heure, des pilotes qui n'ont même pas atteint le checkpoint A et qui ont dormi à côté de leur moto. Oh là là. Plus de 27 motos, on en parlera. C'est monumental ce qui s'est passé dans cette épreuve marathon. Alors autant vous dire que le bivouac, il était sommaire, mais il était quand même bien reconnaissant. C'était mieux. Donc là, ils ont pu se restaurer. Alors, ce qui est bien, c'est que les pilotes avaient le droit aussi d'amener des suppléments. Il n'y a pas que la ration de survie qui était proposée. Donc voilà, on pouvait agrémenter un petit peu son repas. Ce qui était sympa, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Donc, ils étaient entre eux, ils parlaient au coin du feu. Et vraiment sympa entre pilote auto et moto. Tiens, un pilote auto qui était avec les motards il n'y a pas longtemps, il est resté avec ses potes, justement. Il s'agit de Toby Price, on l'a vu là, avec notamment Skyler Halls. Donc, ça s'est bien passé. Mais par contre, pour éviter les pannes de réveil, il y a un camion de l'orga qui, toutes les. Mais c'est quoi ce délire ? Non, mais c'est génial. C'est le camion glace pour dire que tu peux prendre ta glace Calipo ? Pour éviter de ne pas se réveiller à 7h du matin. Donc en fait, 30 minutes avant le premier départ, 3 coups de klaxon, 2 coups de klaxon à 20 minutes du départ et un coup de klaxon à 10 minutes du départ. Comme ça, au moins, tu étais sûr de te réveiller. Là, à 7h du mat, il n'y avait aucune excuse. Ah ouais, c'est un truc c'est pas mal quand même. Alors, on fait les choses bien. Donc, et alors, du coup, on en parlera tout à l'heure, mais là, il va y avoir une épreuve normale, mais après, ça repart sur une épreuve type marathon après. Exact. C'est un délire. Il est fou, David. C'est pour ça que Nasser Al-Attiyah, je le disais avant-hier, ou je sais plus, ou la première journée, ils ont mis le Dakar à l'envers. Parce que d'habitude, le Dakar, c'est les difficultés qui arrivent dans la deuxième semaine quand les organismes sont fatigués. Là, les organismes, ils vont être fatigués direct. Bam. Donc ça, au moins, c'est fait. Ça ne rigole pas du tout. Mon cher Anthony, je ne t'ai pas parlé du sommaire. C'était évidemment pas un oubli. Mais pour ceux qui débarquent dans l'émission, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Tant mieux, restez avec nous. Ça permet d'avoir les infos avant tout le monde sur ce qui s'est passé sur cette journée du Dakar. On va vous parler du Dakar classique, bien évidemment, avec Valentin Simonet en guest star, comme d'habitude. L'ultimate pour le gros morceau de cette deuxième étape marathon, suivi du SSV, de la moto et l'étape de demain, on le disait, avec l'étape à peu près normale. T'allais dire quelque chose ? Mais il va y avoir une petite surprise. Je la réserve pour tout à l'heure, mais elle va un peu changer, cette étape. Bref. Ah bon ? Eh oui. Ils ont encore bougé le tracé ? C'est pas de la faute des organisateurs, c'est les conditions météorologiques qui ont un petit peu joué en défaveur, en leur défaveur. C'est vrai qu'il y a eu des éditions où ils avaient dû annuler l'étape au milieu, tellement il y avait un Rio qui
qui était monstrueuse. Ça devait être la dernière année en Amérique du Sud. Et il y avait eu carrément la scène qui était arrivée dans un truc qui était... Les premiers étaient arrivés, c'était le désert de Gobi. Et 2 jours après, c'est Conflans-Sainte-Honorine, tu vois. Il faut un Zodiac pour traverser. Et ben, c'est un peu ça qui, justement, a été... voilà. Je le savais. Bon, on va parler avant de nos ambassadeurs BF Goodrich, les infos du jour. Oui. Il y a un rugbyman français qui est au départ du Dakar. Incroyable, Didier Favre, il est pour l'AOCB Côte Coast. Alors moi j'avoue que je suis pas un spécialiste du rugby, même si je suis auvergnat et que je connais quand même bien Montferrand, mais c'est vrai qu'il dispute son premier Dakar, il est aux couleurs MMP aux côtés d'Antoine Lecourbe et ils sont en catégorie Challenger, donc courage à lui parce qu'il faut de la force sur le terrain, mais alors pour faire son Dakar, waouh. Alors Challenger c'est en quoi? Challenger c'est une catégorie qui permet de se lancer, on va dire. Mais c'est en voiture? Ouais. C'est pas du SSV? Non. Parce que en SSV, T4, c'est les d'origine, c'est stock. Prototype light, ouais. Et Ok. T3, c'est les SSV qu'on connaît avec. C'est ça. Donc en gros, Xavier. un T4, c'est un Polaris où t'enlèves Ouais. le clignotant et ton certificat d'assurance, quoi. Voilà, c'est en ça. gros. On est d'accord. C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est pour vrai. démarrer. Ouais, On tout à en fait. parle de comment démarrer en Dakar, donc c'est plutôt ça nous le T4. intéresse. C'est ça. Non, mais c'est bien de savoir en quoi on peut démarrer. Et pour ceux qui démarraient, il y avait la moto, mais il y avait aussi le quad. Et un des porte-drapeaux justement de la France qui a gagné, peut-être à plusieurs reprises, en tout cas une fois c'est sûr, 2, voilà. Il était pilote en quad, il est maintenant en SSV, justement T4 ou T3? Il est en T4, je crois, mais je suis pas sûr. T4. T4 ou T3. Bon, bref, en tout cas, il est Alexandre engagé. Giroud, il est donc en SSV Mais oui. cette année, mais il regrette toujours le quad. Et voilà, il a déclaré, c'est pour ça que je voulais en parler d'Alexandre, parce qu'il a gagné en 2022, en 2023 en quad. Il a dit, bon, je suis en SSV, mais quand même, je tiens à ce que le quad revienne, parce qu'on nous demandait, mais pourquoi vous parlez jamais de quad? Parce qu'il n'y a pas de quad cette année au Dakar. Donc voilà, il est encore en soutien et il espère que le quad revienne, mais on va suivre ses performances de Alexandre Giroud. Pourquoi est-ce que ils sont sortis le quad? Il y a toujours eu du quad. Pourquoi mais ils l'ont enlevé? Il y avait peu de. C'est vrai qu'à la d'engagés. fin, on voyait les classements, c'était un top 10, t'avais voilà. 10 concurrents. Bah donc oui. Donc ça peux a plus trop de comprendre. sens. Ouais. Ouais. Mais c'est dommage parce que c'est une discipline qui vraiment Oui, mais est sympa. en même temps, ok, mais des quadistes, il n'y en a plus beaucoup, mais en même temps, est-ce que le SSV ne serait pas un quad de luxe qui n'existait pas avant? Si, mais c'est pas le même. Non, c'est pas la même chose. Même délire, ouais, Mais c'est pas le même il y plaisir. a une filiation qu'il n'y avait pas, On il y a est pas d'accord. entre la moto et le SSV. Non. Mais entre le quad et le SSV, ça se vaut. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas mal de motards qui passent au SSV, cela dit, parce qu'ils en ont marre des chutes et qu'ils se blessent. Donc il y a cette porte d'entrée finalement qui rejoint à la fois les quadistes et les motards qui veulent se reconvertir. Donc il y a le SSV. Le danger de la moto, il y a un concurrent hier en marathon, et on le voit, hein, les mecs qui sont debout sur les cale-pieds à 150 fond de 5 avec leur bécane, en train entre les herbes à chameau. Et d'un seul coup, il y en a, c'est arrivé, il a dû abandonner, il s'est fait héliporter. Il y avait une sorte de pierre qui était comme du sable tassé, donc invisible. Oh là là. À gauche, ça passait bien, la trace. Il est passé 30 cm à droite, pouf, il est passé par devant. Il a fait 30 mètres, il s'est éclaté, fracture du nez, ça coulait. Ouf. C'était monstrueux. Il a dû abandonner à cause de ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a d'énormes risques à être en moto. C'est que Ah ouais. c'est une roulette russe. Avec le quad, un peu moins, mais bon, les mecs peuvent bouger. Mais par contre, en SSV, c'est quand même plus safe, mais tout en ayant un petit peu le côté, je vais un peu loin, à l'air libre, tu vois. Non, mais je suis d'accord. C'est pas loin. Je comprends tous ces motards qui vont vers le SSV. Mais c'est quand même costaud. Et quand tu es sur 2 roues, c'est sûr que tu peux vite te faire piéger. Donc, et là, on parle des catégories rallye GP, évidemment, mais il y a les Malmoto, il y a la catégorie rallye 2. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire piéger assez facilement parce que c'est pas le roadbook, si tu veux, qui est à mettre en cause. Là, c'est que finalement, comme tu dis, Mais tu à peux pas quelques le voir. centimètres près, tu vois pas. Surtout quand ils font le roadbook, parce que on le sait, ça se passe quelques mois avant. David Castera, il prend ses équipes avec lui, ils prennent une escouade de Land Cruiser. On voyait ça dans les vrai. images de France 2. C'est vrai. Et il passait 15 jours dans le désert à changer les spéciales, à trouver des trucs. Ça, tu ne peux pas mettre un danger 3, je ne sais plus comment c'est Mais le non. nombre de dangers, Ouais. parce que ça ne se voit pas sur le moment. Donc ils peuvent faire un update. J'imagine qu'il y a un ouvreur. Ouais, il y a des ouvreurs. Mais Bon, là, pour le voir ça, que tu passes en voiture, sachant que tu n'es pas censé passer là. Donc, c'est à un ça. moment, Pas évident. Pas évident. Ouais. On va continuer avec Rokas Basiuska qui continue d'attaquer parce que autant vous dire que le mec. Allez, moi, ça me plaît. Ah non, mais le gars, il a pas du tout le temps. Il était P135 Non, mais le gars, hier. il Vas-y, perd je te suis, 2 c'est heures. incroyable. Il perd 2h20 dans un problème mécanique qu'il a connu dans la première spéciale. Tu te dis, bon, bah voilà, il va se démotiver. Eh ben non, il est avec son Toyota et il prouve à tout le monde qu'il a encore un gros niveau. Il est tout jeune, ce Lituanien. Il est soutenu par la boisson qui donne des ailes, donc
ça signifie aussi quand même qu'il vient pas de nulle part. Et donc, il fait ses débuts en Ultimate, donc dans cette catégorie reine en auto. Il s'est lancé de la 38e position au départ du 48 heures chrono. Et puis au fil du temps, lui, on l'a pas entendu, mais il a fait que des bons chronos. Et il a fait le meilleur temps de l'Ultimate. C'est monstrueux. Meilleur temps face à tous les cadors. C'est incroyable parce qu'on lui a redonné aussi 12 minutes qu'il avait perdu au refueling parce qu'il y a eu un problème de la part de l'organisation. Donc voilà, le fait qu'il gagne 12 minutes, ça le remet en première place. Ah, c'est clair, mais tu te rends compte, passer de la P135 à P33, mais c'est vachement bien parce qu'au niveau des partenaires et tout ça, quand tu es derrière là, en P100, là tu dis je reviens P33, ça fait du bien et c'est vrai qu'il a eu raison de faire ça. Et c'est son premier temps scratch, évidemment. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de motards qui ont dormi hors des campements, 5 Français, 3 rookies. Oh, ça c'était dur. Ça doit être vraiment un moment d'angoisse, de solitude, de dormir à côté de sa bécane. Déjà que tu sais que tu es dans le bivouac A, c'est pas l'idéal. Là, ils ont réussi quand même à se regrouper, donc ils sont 24 à se regrouper. Ensemble. Ouais, ils se sont regroupés à un point, si tu veux, de l'organisation au ravitaillement 2. Donc là, ce sont des images du bivouac. Ça, c'est pas, c'est pas la même chose. Hein. Des conditions royales pour eux, tandis que les motards dont on parle, eux n'ont même pas cette possibilité d'avoir de la lumière, d'avoir tout ça. Ils se sont regroupés sous une espèce de tente qui accueille normalement les motos pour qu'elles soient ravitaillées, quoi. Donc ils se sont mis à 24, ils se sont tenus chauds, on va dire. Par contre, il y en a 3 qui ont dormi dans le désert. Donc là, tu parlais des rookies, des Français. 3 rookies, donc Denis Mildenberger au kilomètre 338, il a dormi donc seul. Alexandre Yvon, kilomètre 367, et Ivan Merichal au kilomètre 328. Voilà, ils ont eu la compagnie de leur moto, simplement. Non, c'est fou, c'est que sur ces épreuves marathon, il n'y a pas d'assistance. Il faut savoir piloter dans le Dakar, mais la notion de mécanique qu'il faut avoir, moi je sais changer une roue, c'est tout. Je les vois, là il y avait des images où on voyait Gerlin Chichrit, Mathieu Baumel et de Mévius, et qui avait démonté une roue et qui était en train de... Mathieu Baumel disait... on lui disait combien de temps vous allez dormir. Il fait bon on verra, mais ça prendra le temps que ça mettra. Et les mecs ils vont savoir le faire. Ouais. Le degré obligé. De mécanique qu'il faut avoir, c'est monstrueux. Mais c'est un peu comme en rallye, c'est pour ça qu'on parle toujours de rallye raid et de rallye, là on était revenu sur les principes. Un rallye raid c'est un rallye version XXL, mais même en rallye, quand tu as un problème en bord spécial, Mikko Hirvonen était très connu pour être un spécialiste en WRC, pour remplacer, faire de la mécanique sur le bord de la route, il était capable. Tu sais très bien que ton rallye, il est mort quand tu as dépassé 5 minutes. D'accord. Déjà, 1 minute, ça se joue à 1 seconde en WRC. En rallye raid, on a vu avec Sébastien Loeb qui était très très loin, là qui est remonté comme une balle, on va voir jusqu'où il est arrivé. Mais il peut se passer des choses en rallye raid, on peut savoir mécaniquer, on le sait qu'en WRC tu fais ça, c'est histoire de terminer et de revenir ton rallye de Finlande et te dire que c'est pas la même chose. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis hyper admiratif du degré de connaissance qu'ils ont pour faire la mécanique. Et c'est ça qui me fait le plus peur dans le Dakar, si je le fais un jour, c'est la mécanique. Parce que là, le copilote, il a intérêt à être on en parlera. Non, mais on en parlera justement, parce qu'il y a des pilotes qui savent faire de la mécanique, mais il y a aussi des copilotes qui ne sont pas que copilotes, justement. Ça sera l'occasion d'y revenir. Mais pour ces motards, pour finir sur la parenthèse, malheureusement, certains ne seront pas finishers. Donc, en ayant accumulé tant de kilomètres de retard, ils n'auront pas leur petite médaille, justement, la médaille qui fait que tu appartiens au clan. Tu vois, tu es finisher, quoi. Là, tu pourras finir l'étape et la spéciale et tu pourras finir le Dakar, mais tu n'auras pas parcouru tous les kilomètres et donc tu n'auras pas la médaille. Ah, c'est ça. Je voulais te demander parce que quand justement, il parlait, le motard qui s'est fait héliporter, il laissait sa bécane, elle allait repartir avec la voiture balai. Mais du coup, il dit que peut-être que je repartirai demain, mais je ne comprenais pas. C'est-à-dire que tu peux finir, mais tu finis, c'est... T'es hors classement et tu n'auras pas la médaille qui fait que tu as parcouru tous les kilomètres, l'intégralité du parcours du Dakar. Mais tu peux tout rouler quand même. Ouais, exact. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais grosse pénalité, oui, d'accord. Mais bon, t'as plus trop d'intérêt, quoi, je veux dire. Ah, une fois que tu y es, j'en ai connu. Oui, t'as mis ton année, tous tes sponsors, tu t'es mis au ras la gueule, t'as appelé Cofidis, Sofinco, t'en as plein la gueule, tu dois finir ton Dakar, je te jure que t'as pas la médaille, mais tu l'as quand même terminé. Je peux comprendre, et je pense que même pour les partenaires, c'est hyper important de terminer. Et au contraire, ça montre une force et que tu lâches pas. Ok, tu l'as pas fini, mais si tu as moyen de repartir, t'es pas avec une triple fracture du bras. Ah oui. Même avec des fractures de l'épaule, il y en a qui y vont. Exactement. Et il y a Artix qui disait quand même que pour ceux qui dorment à la Belle Étoile, il y a l'hélicoptère qui vient déposer des rations quand même à côté. Oui, alors attends, ça c'est pour des épreuves marathon, parce que là, il n'y a pas d'hélicoptère qui a déposé des rations, c'était avant. Ah ok. Les rations sont là.
Et donc, on les donne aux concurrents. Mais après, une fois que tu as épuisé ta ration, tu n'es pas réapprovisionné toutes les 5 minutes non plus, quoi. Non, mais évidemment. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était une petite précision à faire. On va parler maintenant des ambassadeurs BF Goodrich. On va commencer, comme d'habitude, par Sébastien Loeb, on le disait, qui a eu des soucis d'électronique hier avec des ventilateurs, 3 ventilos qui étaient dans la voiture. Il n'y en avait plus qu'un qui fonctionnait. Exact. Et il disait même qu'il devait monter des dunes. Et que quand il avait monté gaz en grand la dune et il arrivait en bas, il coupait le moteur pour attendre que la température redescende, pour pouvoir repartir sur la dune. Ça a dû être un enfer, il devait bouillonner. Le compétiteur que c'est, ça devait être très difficile pour Sébastien. Ah, on est bien d'accord, et il a perdu énormément de temps. Donc, il a été à un moment donné aidé par Cristina Gutiérrez et par son copilote. Ça n'a pas forcément été très facile de trouver la solution. Il y a eu cette nuit justement qui s'est passée au bivouac. Enfin, pas au bivouac, non, pardon, dans un des bivouacs de fortune, j'allais dire, et des points stop sur le parcours. Il était au combien, lui ? Lui, il était au E, comme la plupart des pilotes Ultimate. Donc, il a réussi quand même à être avec les leaders moto et les leaders auto. Et par contre, il y a eu, et on y reviendra tout à l'heure, mais une petite intervention justement sur la voiture au moment où ils sont ressortis de leur campement pour pouvoir terminer cette spéciale et bien la terminer. Donc là, tu parles de ce qui s'est passé ce matin très tôt. Il a pu mécaniquer, repartir. Rapide, hein, mais au moins, ils sont repartis et ils ont pu faire une bonne spéciale et on y reviendra tout à l'heure. Ah bah oui, évidemment. Et ça, c'est très cool parce que voilà, on parle de nos ambassadeurs, mais on a eu la chance de les avoir en plateau. Et justement, on leur a dit, les gars, surtout, si vous avez envie, envoyez-nous des vidéos de comment ça s'est passé, votre spéciale, et on sera ravis de les diffuser. Et bonne surprise, quand je suis arrivé en régie tout à l'heure, j'ai entendu Xavier de Soutrec qui disait « Salut Anthony et Donald ». C'est la vidéo qu'on va regarder. Salut Anthony, salut Donald. On est au soir de l'étape 48 heures, donc on a fait encore une super spéciale. On est au scratch avec en deuxième derrière nous notre coéquipier américain, Brock. Pour l'instant, on fait du super bon boulot. Les gars aussi, les mécanos refont la voiture propre le soir. Là, le pont avant, a priori. Tu changes le pont là, Henri ? Exactement. Donc les voitures sont un peu désossées. On a les capots qui sont là. Et la 48 heures, on a dormi sous les étoiles. C'était vraiment super sympa. On n'a pas eu de problème technique. On a monté notre petite tente, pas de téléphone, rien. C'était vraiment bonne ambiance sous les étoiles, comme à l'époque des Dakar africains. Peut-être, je sais pas si Jean-Louis est avec vous, mais ça donnait c'était super agréable d'être là autour du feu avec tous les anciens motards. Et voilà l'ambiance un peu. Les pneus de réserve, le coucher de soleil. Et là, c'est la réunion secrète. Oh, trop bien! Merci Xavier, mais quel cadeau! Trop bien! Génial! Réunion secrète, on veut y aller! Non, bon. Non mais c'est bien d'avoir de l'insider comme ça, et ça, vous l'avez nulle part ailleurs, à part sur RS. Hein. Et ça, c'est cool d'avoir cette proximité-là avec les pilotes. On va essayer d'en avoir plus. Il m'a dit qu'il avait galéré parce qu'il n'avait pas trop de réseau, donc c'est pour ça. Ouais. Il nous a envoyé ça, mais il voulait le faire plus tôt, mais voilà, il était un peu occupé par justement l'étape... qui faisait 48 heures. Et en tout cas, on voit que les SSV, ils sont démontés comme un ultimate pour tout enlever, désensabler. En plus, après une épreuve marathon, mais ça, quoi qu'il se passe après une spéciale, la voiture, t'as l'impression qu'elle est cartonnée, mais en fait, non, ils démontent tout pour être sûr que ça soit bien. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand les voitures sont assez détruites et tu te dis, ils vont pas repartir, si, ils enlèvent les éléments qui sont étudiés pour, et puis ça repart comme si de rien n'était. C'est ça. Bon, on nous parle de Linkin Park, alors effectivement. Ça écoute du bonne oreille, super. Ah bah oui, parce que les équipes Sébastien Loeb Racing travaillent dans la bonne ambiance et avec une belle petite musique. Exactement, et on remercie les équipes de Frey Media et Xavier pour ces belles images. On espère en avoir d'autres et on va essayer d'enquiller avec les autres aussi pour en avoir. C'est un petit moment spécial de l'émission qu'on va essayer de mettre un peu plus en avant. D'ailleurs, que les camions, on va essayer d'en parler dès demain. Bien sûr. Pour pouvoir couvrir un peu tout, parce que c'est vous qui nous l'avez demandé. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser vos questions, ce que vous voulez sur le chat. On est là pour y répondre. Vous êtes très nombreux. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours. Ça fait vraiment plaisir de voir cette ferveur. En tout cas, merci à vous d'être là. On part avec la catégorie T2, avec Christian Lavieille. Et là aussi, on a une vidéo. Alors, c'est pas à nous, mais par contre, c'est une vidéo de Christian. Ça y est, on a pu un panneau. Enfin, il a pu faire une petite vidéo. On découvre ça. Arrivé de cette étape 48 heures, on l'attendait avec impatience pour essayer de faire un bon coup. Et malheureusement, la chance n'était pas avec nous. Il y a eu beaucoup trop de problèmes. Perdu une roue hier au 155. On a passé beaucoup de temps parce que ça cassait les goujons. On n'arrivait pas à enlever le disque.
avec Valentin, donc c'était vraiment galère. Après l'assistance, ils ont voulu redémonter, donc je pense qu'on a déjà laissé 2 heures ici, plus d'autres petits problèmes qui se sont accumulés tout le premier jour. Aujourd'hui, ça a été mieux, pas de souci. On a un petit peu merdé en navigation, c'est tous les deux, c'est pas Valentin, c'était rapide et on n'avait pas les bons caps. On a fait 2 boulettes un peu, alors peut-être pas assez dans le truc. Bon, c'est que le deuxième jour, il y a beaucoup de monde arrêté, des leaders, des favoris. Donc il nous reste 12 jours de course, donc voilà. Et ce qui est perdu, on ne le rattrapera pas, mais bon. Un mot, Valentin. Ouais, tu as dit beaucoup de choses. Après, on va toujours voir le positif, on va dire. On n'a jamais lâché, on s'est battu quand il a fallu faire de la mécanique sur la piste. On n'a jamais perdu notre sang-froid, on est resté serein, donc c'est ce qui est très positif déjà entre nous. Et puis pour le reste de la course, ça va être encore très long. En tout cas, la motivation, elle est bien là pour Christian Lavieille. On le sait, lui, de toute façon, c'est monsieur Endurance. C'est clair. Au CERT, au Rallye Raid. Mais il y a une essence commune. Tu vois, l'endurance et tout ça, ça m'étonne pas qu'il soit à fond là-dessus. Il aime la liberté aussi. Et puis, avec cette voiture-là qu'on découvre justement, cette Optimus 4, préparée par MD Rally Sport, c'est vrai qu'il y a ce côté où on a envie de bien faire. On veut se battre dans la catégorie de roues motrices. Alors oui, face à son compatriote Simon Witz, c'est plus difficile parce que Simon Witz a passé la nuit au bivouac E, alors que Christian a passé la nuit au bivouac D. Donc il y a déjà du temps de perdu après toutes les galères qu'il a rencontrées. Donc voilà, ils sont arrivés à bon port, 6e de la catégorie. C'est un peu loin au général, mais encore une fois, il y a encore énormément de choses qu'on va forcément suivre dans ce Dakar parce que il reste encore une dizaine d'étapes. Et oui, du coup, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Christian. On voit qu'il tient bon. On espère que son étape marathon s'est bien terminée. Il va pouvoir se reposer un petit peu. Là, ce soir, ils doivent déjà être en train de dormir. Ils ont pris une douche. Ça, c'était la chose qui revenait à chaque fois. C'est qu'est-ce que vous allez faire ? Manger et prendre une douche. C'est ça. Je pense que le cassoulet William Sorin était sorti ce soir dans les motorhomes français. On va passer maintenant, évidemment, à la catégorie classique, comme le disait notre sommaire, et voir un peu où on est, Valentin Simonet. Valentin, au volant de son Toyota 764 de compagnie saharienne, c'est vrai que c'est un spécialiste de la préparation des voitures de cette catégorie. On sait un petit peu, on a les classements de comment il a pu avancer. On a les classements. Alors bon, on va pas parler trop de classements pour Valentin parce que c'est un petit peu loin et c'est pas forcément facile. On rappelle que le Dakar Classique, c'est une épreuve régularité. Donc là, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de caler vraiment parfaitement ce que dit l'organisateur pour arriver au bon point, au bon horaire. Et ça, c'est pas forcément simple. Il y a des fois où ça paraît facile et il faut plutôt ralentir, puis des fois où il faut mettre gaz parce que sinon on se retrouve piégé. Et dans les dunes, pour ces vieilles autos, c'est pas si simple. Ouais, c'est ça. Hier, il y avait des images de la 2 chevaux notamment qui roule en Dakar Classique et ils n'arrivaient pas à franchir la dune. Ils n'avaient pas assez de couple, ils n'avaient pas assez de traction pour franchir la dune. On voyait les camions qui passaient boum, comme ça devant eux. Et eux, ils n'arrivaient pas, ils descendaient la dune et ils repartaient à fond. Et ils ont réussi à s'en sortir, mais je ne sais pas comment ils ont pu passer de temps là-dessus. Ça a été énorme. Et ils passaient avec les petites les pelles de désensablement comme ça pour avancer, prendre de la traction et franchir les dunes. Mais c'est vrai que tous les concurrents du classique ont eu beaucoup de mal hier à franchir ça. C'est pas si évident que ça. C'est pas l'autoroute 137 FM. Franchement, non. On pourrait croire que c'est facile, mais pas du tout. C'est juste que c'est des voitures à l'ancienne des classiques, du coup, il y a quelques décennies, et qu'on retrouve un peu les parcours qu'ils pouvaient avoir à l'époque, mais c'est loin d'être une balade. C'est sûr. Et puis, tu me parlais justement du parcours. Ils ne sont pas sur toutes les mêmes routes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas dormi sur ces différents campements de A à F, les concurrents du classique, parce que c'est trop difficile. Certaines fois, les voitures ne peuvent pas atteindre justement les mêmes difficultés que les gros mastodontes d'Ultimate ou les camions ou les motos, les meilleures motos. Donc voilà, ça peut se comprendre en effet que le parcours soit un petit peu différent. Et d'ailleurs, je crois que Valentin avait une vidéo pour nous aussi. Ah, très bien. Et voilà. J'allais l'oublier et tu es mon sauveur pour me rattraper sur ce lancement de Magneto. Vas-y, Pat Le Guen, fais péter. Bon, fin de la première partie de la 48 heures chrono pour nous, sachant que nous, il y a une différence avec les modernes, c'est qu'on revient au bivouac. On dort pas dans le désert, ce sera le cas pour la marathon. Donc 1 heure d'assistance sur la caisse. Moi, j'ai mon assistance personnelle qui est là, qui vient et qui normalement présente sur l'équipe, mais là, en ce moment... Ils sont tous dans le désert. Voilà, ils sont tous dans le désert.
Donc voilà, la caisse est là, tout va bien, on a checké pas mal de choses, notamment des choses qu'on voulait voir. Globalement, tout se passe plutôt bien, donc rendez-vous demain. Et justement, on n'avait pas vu, mais Valentin, il est P37. Non, mais c'est pas que j'ai pas vu, c'est que je voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie. Bon, Non, mais je c'est pas préfère grave. qu'il soit leader. Oui, mais il a dit, il est là pour l'aventure, mais c'est bien de voir. De toute façon, il va monter, il va descendre. Donc là, P37, demain, il peut être P15. On le C'est sait vrai. que ça peut avancer ou reculer dans Ça a le été classement. plus dur. En vrai, il était aux alentours de la 22e place, 20e place hier. Là, ça a été très compliqué. Les spécialistes se sont révélés. Et oui, on commence d'entrée de jeu. 48 heures chrono pour ouvrir quasiment un Dakar. C'est pas simple pour Valentin et Mathieu qui font leur première participation. Mais c'est marrant quand on regarde ce classement, là, si tu peux retourner dessus, Arthur, c'est drôle parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de mêmes noms de famille. On voit là, par exemple, le P28. Mais oui, mais c'est la famille. Tu Mais connais oui. Pérez Compense. Mais oui, Et voilà. mais partout, il y a beaucoup de pères et fils, Bien de sûr. mari et femme. Et je trouve qu'il n'y a que ça dans le Dakar classique qu'on peut retrouver ça. C'est vrai. Et ça, c'est autre chose, c'est une autre aventure. C'est vachement bien. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'on voit Jordan Grogor, par exemple, en 43e position. C'est un pilote qui roule aussi en circuit. Donc, en fait, il y a vraiment des similitudes. Les gens qui aiment l'aventure aiment la compétition. Et donc, même si c'est un rallye, je veux dire, ce classique, plutôt régularité, ben voilà, on aime bien quand même voilà, se montrer. Ouais. Et puis là, t'as vu, il a dit, hein, lui, il dormait pas à la belle étoile. C'est pas plus mal, c'est vrai que Non. c'est autre chose. Mais Très bien. très, très bien. En tout cas, continue Valentin et envoie-nous des vidéos si tu vois ces images. Ce sera avec plaisir qu'on les diffusera. Il y a pas de mais réseau. Je pense qu'il s'éclate. Ouais. Il fait l'aventure de sa vie. Bon, on a passé ce qu'on devait passer sur le classique, bien évidemment. On va partir sur l'Ultimate et vous dire un petit peu toutes les news des concurrents, notamment un énorme abandon. On va pas vous dire ça tout de suite, mais c'est la catégorie Ultimate. Alors, mon cher Anthony, quels ont été les points forts de la journée en Ultimate? Parce que les cartes, elles étaient au checkpoint A, B, C, D, E, souvent Exact. E en Ultimate, mais qui a sorti son épingle du jeu? Alors, qui a sorti son épingle du jeu? Ben ça, c'est une bonne question. Il y a eu pas mal de pilotes qui se sont distingués, notamment certains qui déjà étaient dans le bivouac E, parce que personne, cette année, a réussi à atteindre le dernier bivouac. On a été plus optimiste que prévu côté organisation. L'année dernière, il y avait 10 voitures qui avaient atteint le dernier bivouac prévu. Et là, ils étaient quasiment tous, il y avait 27 concurrents dans ce bivouac E. Donc, ils partaient par tranche de 30 secondes. 30 secondes, donc moto d'abord, puis auto, puis moto, puis auto. Donc, toutes les autos partaient avec 1 minute d'écart pour éviter un peu trop de poussière. Mais là, on le voit, il y a quand même de la poussière et c'était pas forcément simple. Et donc, on a Nasser Al-Attiyah qui s'est distingué. On a Yazid Al-Rajhi, évidemment, qui se sont mis aux avant-postes. Mais il n'y a pas que. Parce que dans ce 48 heures chrono, il y avait une grosse partie hier, on a vu qu'il y avait énormément de choses qui se sont passées. Là, c'était un peu plus roulant, il y avait moins de bornes à faire, donc forcément, c'était un petit peu plus court. Et les différents pilotes ont pu s'en donner à cœur joie. Il y avait quand même un petit peu de stratégie aussi, parce que, on va en parler, mais l'étape marathon est dans pas très longtemps, donc il ne va pas falloir non plus ouvrir. C'est assez spectaculaire, mais c'est surtout assez stratégique, j'allais dire, cette 47e édition. Donc pour l'instant, on peut dire que Yazid Al-Rajhi a fait un bon chrono. On a vu sa voiture il y a quelques instants. Il avait une fuite d'huile à la pause nocturne, donc tu parlais de réparation. Mais il a fallu qu'il répare justement avec Timo Gottschalk. Et ils ont réussi à réparer. Donc voilà, malheureusement pour lui, pénalité de 2 minutes quand même pour excès de vitesse. C'était lié à ça? Et c'est l'excès de vitesse? C'est Excès dans de une vitesse. zone genre Exactement. à côté d'un village? Ouais, et c'est pas le seul à avoir été repris. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais non, il n'a pas eu de pénalité pour la réparation, mais 2 minutes pour excès de vitesse. Mais c'est très difficile parce que l'excès de vitesse, il va très très vite. Bien si on sûr. se réfère au jeu, vraiment, je vous en ai parlé lors de la première émission, mais On est non, mais spécialiste. il est vraiment, le jeu, il est éclaté au sol. Hein, attention, il est éclaté. Ah ben non. Non, mais il est éclaté. Mais la partie navigation, si vous faites le Dakar un jour, mais c'est un tuto mais monstrueux. C'est-à-dire que tu peux jouer le jeu avec, genre comme dans Forza Horizon, où tu suis les balises. Tu peux en avoir un où tu suis vraiment le copilote, il te donne le truc, et un où c'est en mode rien. Ultimate. Et du coup, tu es comme dans le Dakar et ça t'apprend. Les balises, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'avais adoré pour ça. C'est un. Et à la de journée fou. de repos, je vous propose de faire une émission. Non, je rigole. Ouais, c'est ça.
Pourquoi pas. Mais ouais, Yazid, il est très fort Non, là-dessus. très très fort, très très fort, et je pense que ça peut être un des favoris si, encore une fois, il ne va pas vouloir aller trop vite et qu'il ne fait pas une petite erreur. Elle est vite arrivée, cette erreur. Il connaît le terrain, il est saoudien, c'est pas un hasard qu'il ait été dans les premiers, tout comme d'ailleurs Nasser Al-Attiyah qui a connu un petit problème technique en fin de spécial et d'étape. Et sur les 50 derniers kilomètres, il a perdu du temps. Mais voilà, ils sont là forcément, un Qatari et un Saoudien. Ils connaissent bien le terrain. C'est ça. Et le truc que j'ai pas précisé, je peux aller au bout de ma phrase, c'est que dans le jeu, quand tu es arrivé sur un village et qu'il disait limité à 50, évidemment, tu es gaz en grand et tu freines au dernier moment pour pas perdre, mais au bout de 10 mètres, tu avais la pénalité qui pétait parce qu'ils voyaient que tu étais en excès de vitesse et ça rigole zéro. Et j'imagine que c'est la même chose dans la réalité. C'est pour ça que je voulais faire ce petit aparté. C'est exactement pareil. Petite question du chat. Comment ça prend un ultimate à fond normal et dans le sable? J'en sais rien. Franchement, non. Là, honnêtement, ça dépend. C'est pas vraiment la vitesse de pointe qui compte, c'est vraiment le franchissement des difficultés, etc. Je dirais une bêtise. Donc, franchement, ça va très vite, mais faut pas aller trop vite parce que sinon, on se met casquette. Ah ouais, c'est ça. Et justement, là, tu parlais de ceux qui ont bien marché, mais il y a eu des gros perdants dans ce 48 heures chrono. Les pilotes mini, Guillaume de Mévius et Gerlin Chichrit, qu'on a vu mécaniquer hier au bivouac, mais aussi 2 abandons, Nani Roma et Carlos Sainz. Ah ouais, et ça c'est très frais, c'est-à-dire qu'on l'a appris au début de l'émission. Alors Nani Roma, il va pouvoir repartir, Carlos Sainz, lui, il peut plus repartir. Je crois qu'il avait abandonné. Non, Nani lui, Roma. il peut. Non, c'est le même principe que ce qu'on disait pour les pilotes qui peuvent prendre des petits raccourcis, ils sont ramenés donc avec le camion d'assistance. Voilà, Nani Roma qui est ramené au bivouac. Il va pouvoir repartir s'il le veut. Par contre, le problème pour Carlos Sainz, c'est que c'est la FIA qui lui interdit de repartir parce que les arceaux sont touchés. Ah, on en parlait hier, incroyable. Exactement. Donc là, pas de possibilité de repartir, c'est pas une volonté de sa part. Donc le vainqueur en titre, Carlos Sainz, est donc out de ce Dakar 2025. Ouais, gros choc dans cette édition 2025 du Dakar, mais ça arrive, malheureusement, c'est déjà arrivé. Mais quand tu viens avec le titre, ça doit être difficile d'abandonner au 3e jour. C'est clair, surtout que c'était une petite difficulté qui semblait être rien du tout. Au sommet d'une dune, paf, il va à peine trop vite, la voiture se plante par l'avant, il fait un tonneau. Et là, on a bien vu hier le petit coup de sangle offert par Guthrie. Ouais. Mais voilà, il y avait trop de dégâts. Ça roulait, tout était roulant. Donc comme c'est une étape qui se fait en 2 fois, il n'y a pas eu de contrôle FIA hier. Mais là, à l'issue de... Ah, c'est pour ça. Bah oui. Mais là, à l'issue de cette spéciale 2, on a été plus attentifs et donc les officiels ont tranché. Il ne pourra pas repartir. Tu crois qu'il le savait, au fond de lui, que ça avait bougé? Non, parce qu'il a quand même tout tenté. Non, on peut jamais savoir. C'est vraiment histoire d'un petit arceau, c'est rien du tout, mais c'est la sécurité avant tout. Et malheureusement, cette première année des Ford Raptor, c'est pas Dans les contrôles techniques, t'en as des fois, ils sont tellement tatillons, ça pourrait passer, mais pour être sûr, et on peut le comprendre, Bien sûr. Mais des fois, ils vont surtout te dire que c'est pas possible, alors que ça pourrait passer en vrai, mais là, on ne saura pas. C'est la on va pas sécurité. se prononcer, mais... Là, il y a Sainz et Carlos Sainz, même combat, abandon tous les deux, c'est pour ce les qu'on mêmes dit raisons. hier. Ouais, je pensais pas qu'on aurait dit ça de Carlos Sainz 24 heures après. Qui d'autre s'est distingué dans ce 48 heures chrono? Lategan. J'allais dire la Tegan, incroyable. Bravo à Henk Lategan. De retour donc sur le Dakar, il était absent l'an passé, il est sur son Toyota numéro 211. Lategan, il fait la bonne opération. Alors même si il a eu le mal des dunes. Alors ça c'est incroyable, je savais même pas que ça existait. Mais moi non plus. Et en fait, il a déclaré ça à force. Bah oui, mais remarque, c'est vrai que c'est un peu comme le mal de mer. Tu passes les dunes, tu vas vite, le plus vite possible. Ça te berce un peu et ça te fait peut-être te sentir mal. Il a dû s'arrêter à un moment donné. Il a repris ses esprits et il est reparti. Et il est donc maintenant le leader avec 4 minutes 40 d'avance sur Al-Rajhi. C'est lui, le leader du classement général avec ce Toyota numéro 211. Ah, il a pris le général. Exactement. C'est donc un Toyota. En même temps, on disait avec ProDrive et avec Toyota... Overdrive, pardon. ProDrive, c'est autre chose. C'est Dacia. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des voitures qui fonctionnent bien tous les ans. Mais c'est l'une des seules machines, avec les Mini, qui ne sont pas nouvelles. Les Ford Raptor, ils débarquent, les Dacia, elles débarquent. Voilà, Century, ils ont apporté une nouvelle homologation aussi pour le CR7. Donc, tout est un peu redistribué, les cartes sont redistribuées et ça permet à des pilotes, justement, qui ont des Toyota, à pouvoir se hisser aux avant-postes. Le CR7 Ouais, Cristiano c'est Cristiano Ronaldo. Non, non, eh ben rien à voir. c'est le Century. Bon, on a parlé de tout ce beau monde, mais on n'a pas encore parlé de Sébastien Loeb. Non. Franchement, il devait être déçu hier.
Et aujourd'hui, il pensait qu'il allait abandonner surtout. là. Et là, du coup, il a mis gaz en grand. Ça, Jusqu'où ça a marché? il a perdu 32 minutes hier avec ses problèmes de ventilateur. Donc, il a perdu le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Il nous en parlait même sur le plateau de ce problème de refroidissement. C'est une voiture qui est nouvelle également, il faut bien le dire, cette Dacia. Donc, il y a eu un petit souci. C'est un souci électronique. Et en fait, quand je parlais de capacité de faire de la mécanique, on va saluer Pablo Moreno, qui est mécanicien dans le quotidien, si tu veux, et le copilote de Cristina Gutiérrez a donc sauvé Sébastien Loeb et Lurquin. Exactement. Ils ont squeezé un Ils ont chanté, ventilateur. Exactement. Comme sur un ordinateur. Voilà, tu fais une dérivation, entre guillemets, moi je suis pas assez expert, mais ils ont court-circuité le ventilateur qui était le plus en défaut. Et donc, il a pu repartir, mais le problème, c'est quoi? C'est que Cristina Gutiérrez, elle a dû mettre cap au bivouac un petit peu plus tôt que prévu, donc elle ne sera pas finisher non plus. Elle aura l'occasion de repartir, mais elle a perdu beaucoup de temps. Ah ouais, oui, mais du coup, elle sera pas finisher, mais est-ce qu'elle peut encore porter assistance aux autres? Évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va repartir, et je pense que demain, elle va essayer de faire le meilleur temps possible pour ouvrir. Ah oui. Et pour pouvoir aider donc ses petits camarades. Parce qu'ils vont être dans le même cas qu'il y a 2 jours, suite à l'étape 1, c'est ne pas vouloir être premier pour ne pas ouvrir. Parce que c'est une étape très longue et qu'on peut perdre du temps sur beaucoup de kilomètres. Ah, mais c'est passionnant. Il y a trop de stratégie quand même. Non, mais c'est bien que tu aies la vista comme ça à long terme, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Bien sûr. Maintenant qu'elle est hors classement, elle a tout intérêt à mettre gaz en grand. Et là, elle a sauvé le Dakar de Sébastien Loeb, Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno, évidemment. Ah, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est très cool parce que, je le dis tous les soirs, mais je suis passionné du Dakar depuis longtemps, mais c'est des trucs comme ça dont je n'avais pas idée. Ah oui. Parce qu'on n'a pas le temps. Quand on regarde les replays d'Eurosport ou tout ça, c'est la course, c'est factuel. Même les classements, ça va un peu vite, mais là, on a le temps de rentrer dans les détails et d'avoir des trucs que toi, tu connais parce que tu connais tout. Mais nous, on n'est pas au courant. Et même en connaissant tous les ans, c'est vrai. Je savais pas tout ça. Mais il y a des choses que j'apprends aussi, je vous rassure. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que tous ensemble, on peut apprendre de belles choses. Et c'est ce que j'apprécie, parce que quand je commentais les résumés sur Eurosport, alors cette année, je suis très content d'être là, parce que justement, il y a cette fameuse prise de recul. Mais quand tu commentes les résumés, il faut que tu suives un peu ce qu'on te propose, quoi. Exactement. On a parlé d'Al Rajhi, de la Tegane, de Al Attiyah, évidemment. De Basiuska, puisqu'il a fait le meilleur temps. Mais ça, c'est incroyable. Franchement. Le Lituanien, c'est fou. Et chez Ford, tu me disais tout à l'heure que c'était la cata, du coup, en plus de Sainz. Ah bah alors là, c'est cata, parce qu'au moment où on a préparé l'émission, on n'était même pas au courant que Carlos Sainz était officiellement hors course. Et là, il est en abandon. Nani Roma n'a pas fini la spéciale. Mitch Guthrie, 11e de cette spéciale. Il est 8e du général à 23 minutes. Et le seul qui tient la baraque, c'est Ekström. Mathias Ekström, 8e de cette spéciale 48 heures chrono. Il est 5e au général, mais à 13 minutes 16 quand même. C'est le seul à pouvoir encore avoir une chance peut-être de s'imposer. Je ne savais pas que c'était un duo suédois. Je pensais qu'il était anglais. Avec Bergqvist, qui a été copilote aussi en rallye d'autres pilotes d'ailleurs. Donc Mathias Ekström, voilà, il préfère parler suédois. Pas comme Peter Solberg, qui lui aimait avoir dans son oreille Phil Mills, qui lui parlait en anglais. Bah ouais, ça doit pas être évident d'avoir un autre langage quand tu es avec ton copilote et que tu dois réfléchir avec une autre langue. Ça doit pas être facile tous les jours. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y en a qui s'y habituent. Comment on fait? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a je vais loin, est-ce qu'il y a un mercato des copilotes? Parce que les pilotes, ils ont les contrats constructeurs, mais est-ce que c'est le pilote qui choisit son copilote, ou est-ce que le constructeur dit non, je veux tel copilote? C'est pas vraiment comme ça, mais le constructeur peut donner son veto. Malheureusement, on a un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Daniel Elena, qui n'était plus voulu par ProDrive. Et donc Sébastien Loeb aurait voulu rester avec Daniel Elena. Mais c'était soit rester pilote ProDrive et avoir son contrat et tenter de gagner le Dakar, soit rester avec Danos et d'être sur la touche. Donc très compliqué. Il n'y a pas de mercato véritablement, mais tu vois, par exemple, Boulanger, le copilote désormais de Nasser Al Attiyah, c'était le copilote de Peter, non? De Peter Hansel. Je le savais avant lui. Yes. Édouard Boulanger. Bah oui, c'est un tueur. Bah oui. Et il en avait un autre avant, Peter, qui était hyper bien. Comment il s'appelait déjà? Je sais plus. Il y avait Michel Perrin, mais je sais pas si c'était avec Peter. Si, c'était Perrin, ouais. Parce que Michel Perrin, il en a connu des pilotes. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces copilotes où on sait où on va quand on est à leur côté, quoi. Mathieu Baumel avec Guillaume de Mévus, voilà, c'est sûr que c'est un bel équipage. Ça doit rassurer quand même quand tu sais que ton copilote fait pas ou peu d'erreurs et que les Dakar se jouent là-dessus aussi.
Ça se joue vraiment là parce qu'il faut savoir lire très très rapidement la tablette, il faut pouvoir être sûr de ce qu'on annonce aussi. Quand on est un copilote qui a beaucoup de bouteilles et beaucoup d'expérience, on peut tenir tête entre guillemets à son pilote en disant mais si, c'est à droite qu'il faut aller. Mais non, mais les traces vont à gauche. Bah oui, mais va à droite parce que c'est là où il faut aller. Bah et donc quand tu as un copilote qui a l'expérience, bah, tu lui fais plus confiance. C'est ça. Tu vas te mettre à jouer au jeu Ouais, Dakar dont j'ai je t'ai envie de parlé. jouer, Là. ouais. Teste-le, tu vas voir, c'est ultra difficile. Non mais je te veux à mes côtés, sinon c'est pas. Mais tu vois, pas par rigolo. exemple, il y a un truc que j'aurais dû poser quand on avait tous les pilotes. Peut-être que si on en recevra d'autres plus tard, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu fais. Dans le jeu, j'étais perdu. Comment tu fais quand tu rates un waypoint et que tu passes à côté? Ah mais tu Moi- jardines. Oui, tu jardines, mais moi, tu faisais start et tu faisais retourner au CP d'avant. Oui, mais comment tu fais pour te retrouver quand tu es perdu pour Ah, c'est retourner au compliqué. waypoint? Mais C'est ça. il faut avoir la vista, justement, peut-être te prendre des points de repère, avoir des caps aussi, pour vraiment t'assurer. Tu as les 30 derniers kilomètres aussi qui sont sur ta tablette. Donc en fait, tu sais par où tu es passé. Donc si tu jardines, entre guillemets, c'est que tu tournes, tu reviens sur ta trace et tu repars. à Oui, peu mais près. est-ce que ton roadbook, il sait où tu Ah bah reviens? toi, c'est toi qui remets. Ah Toi ouais, qui remets oh, ton la roadbook. galère. Bah oui, bah, tu es obligé de te remettre au point où tu Et estimes être. on sait s'il y a des pilotes qui reviennent au checkpoint d'avant quand ils sont vraiment Non, trop perdus? Non, tu peux pas. Parce que moi, c'est Non, ce que je faisais dans le jeu, tellement Oui, j'étais mais- perdu. trop de perte de temps pour le coup aussi, et tu fais plus de bornes, donc tu consommes plus de carburant, donc tu risques peut-être aussi la panne. D'accord. C'est trop risqué. Non, tu te remets sur tes traces, t'essayes, dans les 30 derniers kilomètres, bah là tu vois à peu près où t'étais, et c'est là où le copilote a une vraie plus-value. Pas facile. En tout cas, on va rester dans l'Ultimate et parler de Quintero. Vraiment, c'est même plus qu'une révélation. Là, franchement, il est combien? Il est P16. Ouais, il est un peu plein, loin. il est descendu, là. Ouais. Il est un peu loin parce qu'il a perdu du temps dans cette étape 48 heures chrono, mais c'est un vrai phénomène, c'est un vrai très très bon pilote, et ça fait partie de ces surprises qu'on aura, je pense, à l'avenir, peut-être pas sur cette édition du Dakar, parce que maintenant, il pointe à quasiment 1 heure, combien je me souviens plus exactement où il est, mais il est 13, je crois, Il est à au général. 10,59. Il a 40 minutes. 40 minutes, 40 47. minutes. Ah oui. Donc il a encore perdu 10 minutes sur la spéciale 48 heures chrono, c'est pas simple. Moi je mettrais plutôt une pièce sur notre Toby Price national. Ah oui. C'est incroyable, non mais franchement, quel duo, ils sont là, Toby Price et Sam Sunderland, ils sont en bas à droite de l'image. Ils sont en train de peut-être trouver quelques petites astuces sur leur Toyota. Il y a eu des petits contacts, voilà, ça arrive, mais enfin globalement, ils sont quand même solides. Un 9e de la spéciale 48 heures chrono, il passe aux 4 roues, Toby Price, et franchement, il a signé le 9e temps de la spéciale, mais il est 4e du général. Ah, je vais te dire, Il est à 30 secondes d'Alatia, seulement à 30 secondes. C'est rien. Comment tu Mais peux parce être qu'il n'a pas pris de pénalité, il a fait sa navigation avec Sam Sunderland comme ils ont l'habitude de faire, et voilà, et ça roule, il déroule, et c'est parfait. À la TIA, il s'est pris 4 minutes de pénalité, il y a eu un problème mécanique sur la fin de la spéciale, donc à un moment donné, si tu mets tout ça bout à bout, bah, tu perds du temps. C'est incroyable. Non, mais ils sont complètement fous. Mais c'est là que tu te rends compte que les pilotes moto, quand tu les fous dans une voiture, souvent ça fonctionne quand même. Oui, alors, il a quand même déclaré que c'était plus difficile que ce qu'il imaginait, parce qu'en étant motard, il disait « Ouais, mais il me passe proche, c'est compliqué, ces pilotes auto, franchement, ils abusent, quoi ». Bon, maintenant qu'il a essayé d'être dans la voiture, il a dit « C'était pas si facile que ça, finalement ». Ouais, forcément. Mais en tout cas, je pense que ça fonctionne bien et ils ont eu le nez creux. Peut-être qu'on va assister à la naissance d'un vrai duo. J'espère. Ce ne sera pas qu'un one-shot. Eh ben, comme Peter Hansel l'a fait en son temps. C'est ça. Mathieu Serradori et Loïc Minaudier. Ça, je voulais qu'on finisse là-dessus parce que franchement, ils sont super. Mathieu Serradori, Loïc Minaudier, ils sont partis 30e au début du 48 heures chrono. Ils sont 9e du général désormais à 23 minutes 45. Ils ont signé le 6e chrono de cette étape 48 heures chrono. Ils ont un CR7, donc le Century, et ils ont envie de bien faire. Et franchement, eux qui passent aux 4 roues motrices, parce qu'ils étaient en 2 roues motrices jusque-là, ils étaient souvent dans le top 10 et leader de leur catégorie, bah là, je dois dire qu'ils se sont parfaitement adaptés. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, c'est bien en tout cas pour Mathieu Serradori sur le Century, ça marche plutôt fort. Et les minis, pour toi, c'est terminé? Ouais, franchement, très très dur. Hein. Autant Garlin Chicherit que Mévius. Guillaume de Mévius. Guillaume de Mévius qui s'est ensablé hier, là il y a eu des problèmes mécaniques, il a estimé à 2 heures le temps de réparation, c'est plus que difficile. Et puis Garlin Chicherit, en fait, il est allé taper dans la poussière une voiture de l'organisation. Ça, c'est incroyable quand même. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y avait tellement de poussière, il a été aveuglé. Et voilà l'état de son Mini. Plus de capot avant, beaucoup de dégâts. Voilà, ça fait partie du jeu, mais
Ça a été une spéciale très Mais compliquée. comment on peut avoir une voiture parquée pas loin des traces? Ah ça c'est inexplicable. D'ailleurs lui ne comprenait pas non plus, hein, parce qu'il a été complètement ébloui, ou pas ébloui, mais en tout cas gêné par la poussière, parce qu'ils roulaient tous un petit peu dans les traces, hein. Il fallait garder le temps, et puis finalement ils en ont perdu du temps. 1 heure de perdu dans ce 48 heures chrono. Hier Énorme. il s'était perdu, il avait jardiné, et là aujourd'hui voilà l'état de sa voiture. Alors il va repartir, hein. Oui, La mais voiture bon. sera en bon état, mais très loin. Mais Guerlain, tous les ans, il a une galère. Hein. Tu te dis, mais quand ça va être son année? Et pourtant, il sait faire. Hein. Mais bien sûr. Après il a eu quand même des bons résultats par le passé. Oui, Bon, mais il pourrait être top 5 easy, À chaque mais fois, ouais, c'est rageant un petit peu. On va faire le point sur le classement de l'étape et sur le général avant de passer au SSV. Voilà, on disait Baciuska sur le improbable ça c'est incroyable. leader sur cette étape, suivi de Al-Raji et Jacopini. T'as vu? Ah ouais. 3 overdrive, parce qu'en fait, Jacopini, comme Baciuska, ils ont repris des minutes pleines Et oui. parce qu'il y a eu un petit problème au refueling. Donc en fait, nous, on était restés sur Lategan et sur Yazid Al-Raji qui avait fait les meilleurs temps, mais la correction est arrivée, là, il y a 1 heure, Ouais. et Baciuska et Jacopini, donc overdrive, tu te rends compte que les Toyota, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal, et Quintero qui termine cette première partie du classement, mais le général, ça donne quoi, mon cher Arthur? Alors, Lategan, on le disait, suivi d'Al-Raji. Il y a combien de différences? 4,45, 11,14. Ouais, c'est déjà quasiment joué à moins d'1 heure. Lategan part bien. Hein. Ouais, non, c'est pas tout à fait joué. Et puis Non, mais regarde bon, surtout ce qu'on 10 voulait minutes dire. permet déjà de relâcher un peu la pression. Je dis pas que c'est gagné. C'est vrai, mais à l'époque, ça se jouait en heure. Hein. Sébastien Loeb, regarde, il est 6e, il est à 18 minutes seulement. Il a repris un quart d'heure en C'est 100 énorme. bornes. Donc là, il a avoiné, il est allé vite, mais il va y avoir la stratégie demain sur la spéciale où il faudra se placer, En fait- mais pas trop se placer. Ça va être compliqué. En fait, ça va être compliqué, mais regarde. Là, suffirait juste, et je ne lui souhaite pas, mais que Lategan ait un gros souci. Et là, on se retrouve, Lategan et même Al-Raji. Ah bah bien et sûr. Al-Raji, ils s'en Oui, met oui. souvent une, donc c'est possible. Non mais c'est vrai. Et après, on a tout un bloc de 11 minutes, 12 minutes, et là, Seb, il est là. Hein. Ah, il a Donc, 18. Ouais. Clairement, s'il y a un souci, et on n'est qu'au 3e jour entre Lategan et Al-Raji, on peut largement avoir une remontada de Sébastien Loeb. Mais comme quoi, Ça fout. il faut jamais rien lâcher au Dakar, parce qu'on dit toujours, ah oui, mais il reste encore du temps. Bah oui, mais il en restera jusqu'au bout. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière spéciale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un problème mécanique, il y a tellement de poussière, il y a tellement de risques que la mécanique lâche jusqu'au bout qu'il faut toujours être vigilant. Et dites-le nous sur le chat ce que vous en pensez, s'il y a un scénario comme ça pour vous, ça vous paraît aussi probable que ce que je pense. Qui remonte. Ah, toi, cette année, tu penses qu'il va remonter là? Ouais, Voilà, moi aussi. cette année, ouais. L'année dernière, je le savais. Non, il était loin. C'était loin, je très crois, il y Ouais. avait 40. Même plus, je crois. Ouais, ouais, Par contre, il est c'était remonté impossible. et il a fait jeu égal sur la dernière partie. S'il n'avait pas perdu 7h15, il serait là depuis 1h15. C'est ça. Lui aussi. Ah, désolé, Clos électrique, on n'a pas le reste du classement, on est vraiment resté sur la première partie. Mais si tu veux regarder en détail, évidemment, tu as le site de ASO où il y a tout le classement, mais on voulait vraiment vous montrer ce top 20. Mais peut-être qu'on passera les deux. Demain, on passera. Voilà. Oula, C'est votre oula. émission. Qu'est-ce qu'on va faire? Vincent, il est là, il les regarde, fait oh non, encore un asset à Ah sortir. non, c'est pas vrai. Demain, on vous montre les 2 premières parties du tableau général parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le top 20 et je pense qu'ils sont tous aussi méritants de montrer tout ça. Ça ne va pas changer grand-chose, mais Non, ce non, sera mais, autant on intéressant. déroulera. Voilà. Exactement. Voilà, c'est votre émission. Et Vincent, il rigole dans le chat. Bah oui. On va partir maintenant du côté SSV et parler de Xavier de Soultret, mais pas que. Bon, ça donne quoi ce classement? Ça va être rapide, hein. Ça va être rapide, c'est domination Polaris. Franchement, ça a été très très solide. Alors hier, les 2 leaders SSV ont passé la nuit ensemble dans le bivouac D. Donc ça déjà, c'est quand même une bonne affaire parce qu'ils savaient dans une position plus favorable, évidemment, que leurs adversaires. Polaris en tête, donc, avec les 2 pilotes. Brock Heger, Max Eddy, c'est le duo donc équipier de Xavier de Soultret et Martin Bonnet. En fait, victoire au prologue, victoire dans ces 48 heures chrono pour Brock Heger avec son Polaris numéro 425. Il a repris quand même en tout 7 minutes 26 sur Xavier de Soultret, qui reste leader, Mais c'est vraiment heureusement. américain, mais il est vraiment chez Sébastien Ah, Loeb il est Racing. chez hein. Sébastien Loeb Racing. C'est pas que Polaris, c'est vraiment, il est chez Sébastien Loeb Racing. Ce RZR préparé pour Xavier de Soultret, tu vas à côté. C'est le même pour Brock Heger, c'est le même aussi pour Florent Vessade. Donc voilà, les 3 Polaris sont dans le top 4 au général. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Mais pour l'instant, en tout cas, les 2 qui réussissent à être aux avant-postes, c'est Xavier de Soultret
et Martin Bonnet, 5 minutes 14 d'avance sur Brock Eger et Max Eddy. Oui, mais enfin bon, attends, il en avait plus de 10. Il y a eu de la perte, il y a eu une pénalité de 3 minutes pour un excès de vitesse. Pour Xavier ? Ouais, donc attention, c'est jamais fait. Et ça peut être vite. Faire gaffe sur le périph'. Moi, je ne m'y fais pas aux 50 sur le périph', c'est dramatique. Alexandre Pinto, quand même, belle performance avec ce Can-Am numéro 412 là, qu'on a aperçu. 3e du général, donc c'est le seul Can-Am, celui qu'on n'attendait pas, mais qui va peut-être mener la vie dure au Polaris. Il y a une quarantaine de minutes, donc bon, on va dire que c'est pas tout à fait serré, mais bon, on ne sait jamais. La catastrophe, elle est en tout cas pour Chaleco Lopez et Jérémias Ferioli qui, eux, se sont arrêtés pendant ce 48 heures chrono. Ils ont perdu 2h40. Enfin, c'est une catastrophe. C'est énorme. Ils sont 7e et 9e du général. C'est terminé pour eux. Et il y a Florent Vessade aussi qui est 3e coéquipier. C'est ça, c'est pas mal. Hein. Exactement. Ça roule fort, c'est cool. Ça pourrait être la bonne surprise, Florent. Et il pourrait faire un triplé chez Sébastien Le Brassing, tiens, pourquoi pas. Ouais, mais devant Eger, ce serait bien. Ah, on a un doublé français. Alors là, il est français ou il est belge? Il est français, ouais. Ah, ce serait cool. Il avait fait quoi avant? Parce que je l'ai découvert là en préparant l'émission. Moi aussi. J'avoue que là, franchement, Florent, je sais pas trop. Je pense qu'il était en SSV aussi, mais j'ai pas l'historique de sa participation. J'avoue qu'en plus, c'était un outsider. Je pensais même pas qu'il allait se passer dans le top 5. Mais avec les problèmes de Chaleco Lopez et de Ferioli, on se retrouve avec un autre pilote, Sébastien Le Brassing, qui est là. Et je reviens sur le chat, ce que Dark Evan nous dit, les Toyotas sont percutés De Villiers et Variawa. Ah oui, on n'en a pas, on peut pas parler de tout. Ah oui, mais De Villiers, j'en parle tout le temps. De Villiers a fait une erreur? Non, oui. Bon, d'accord. Oui, il a fait une petite erreur. Non. En fait, ils se sont pas compris, mais comme Garlin Chichery. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de poussière, ils roulent tous en bloc. Ouais. Et en fait, il y a eu incompréhension et les deux voitures sont tapées, donc il va y avoir de la réparation au programme, mais donc grosse perte de temps. Et donc out pour la victoire à la fois de Villiers et Variawa que j'évoquais chaque jour. Et lui, c'est un métronome, il ne bouge jamais. Tant qu'on est sur le SSV, il y avait eu des images incroyables hier de Gaspari qui était en feu. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que souvent, on voit des images de motards qui s'en mettent une quand il y a l'hélicoptère, parce que évidemment que quand tu as l'hélicoptère, tu l'as pas tous les jours sur toi, tout le monde n'est pas Sébastien Loeb, et que quand tu es dans les... tu crois que ça joue? Bah évidemment. Tu veux faire le évidemment, le et les fois les motards font des roues arrière quand ils sont à fond de 5, c'est parce qu'ils savent que l'hélicoptère est là, et souvent ils s'en mettent une, et ils roulent au-dessus de leur pompe, parce que l'hélicoptère est là, et qu'ils savent très bien que c'est le moment pour les sponsors. Et donc du coup, hier, Gaspari, il avait, en SSV, il était en T4, il roulait taquet dans les dunes, il avait le feu à son SSV. Et donc, du coup, il voit l'hélicoptère, et le mec, il soude, et l'hélicoptère, il reste parce qu'il voit qu'il est en feu. Ça reste comme ça longtemps, après, il s'est arrêté, mais il a dû mécaniquer, je crois qu'il est reparti, mais parce que son SSV était en feu. L'hélicoptère, c'est un piège, hein. Pour tous ceux qui ne sont pas des Carlos Sainz, des Mathieu Baumel, où tu es habitué à voir ça et tu t'en fous de l'hélicoptère, tu auras 12 000 des images. Mais pour tous ceux qui sont, on en parlait, deuxième partie du classement, quand tu as l'hélicoptère qui est là et que tu as marqué Mutuelle des motards, tu vois, riche. Mais oui, mais évidemment que pour ton report à la fin, tu as besoin d'avoir des images. Ouais, mais après, si tu dis, je suis tombé parce que je voulais aller plus vite, aïe. Et c'est souvent pour ça qu'on a souvent des grosses images de crash. Sur les bécanes, souvent les bécanes. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'on a fait le tour de tout, mon ami Vincent? Belle référence, non? Tu l'as pas? Quoi, non, mon ami Vincent? Big si, Big Deal, oui, mais évidemment. En plus, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, il revient. Exactement. Bon, Olivier Pernot. Oui, alors pas grand-chose malheureusement à dire pour Olivier, c'est encore un peu galère. Voilà, on va refaire le point à la fin de la première semaine, on verra comment ça va se passer avec Benjamin Rivière, mais on espère avoir des petites infos de leur part aussi, et puis peut-être vidéos aussi. Ce serait bien. Peut-être, voilà, pourquoi pas. Mais là encore un petit peu loin, ils ont perdu beaucoup de temps dans ce 48 heures chrono. Ouais, c'est clair. Et Rome nous dit bravo pour vos news, je suis abonné il n'y a pas longtemps à ton compte, c'est bien, si ça peut vous donner l'envie de regarder le Dakar, la mission est remplie, on est là pour ça. Abonnez-vous à nos comptes. Voilà. Exactement, mais là, surtout, c'est bien de pouvoir donner ces précisions dont on n'a pas accès à la télé, cette proximité de Twitch. Et puis on prend le temps aussi. Oui, on a le temps, là, on est tranquille, si on a envie de parler 10 minutes, on peut le faire. Mais avant de partir sur l'étape de demain, je voulais voir le classement, évidemment, de l'étape. Alors, est-ce que tu l'as, mon cher Arthur? Mais on va l'avoir, évidemment, le classement SSV. Avec, donc ça, c'est le classement de l'étape. Brock Eger qui a donc repris 7 minutes 26 parce qu'il y a eu la fameuse pénalité dont j'ai parlé. Ouais. Alexandre Pinto, donc on l'a évoqué, 3e. Le Portugais. Et puis, petite mention spéciale pour un rookie, 6e, Hunter Miller avec Andrew Short. Pas mal aussi pour le Can-Am numéro 420. Donc voilà, ça sera des
des pilotes à surveiller. Et demain, je vous parlerai de Grégory Lefort. Eh ben, j'allais Voilà. t'en parler. Quand tu Eh ben, lis donc dans demain. Pourquoi tu voulais en parler demain? Et Parce demain, que je vais en parler parce que c'est justement un pilote que je voulais mettre en valeur parce que c'est un pilote moto et qui maintenant est en SSV. eh ben oui, on le voit, il est avec le petit macaron bleu. Si vous n'avez pas suivi les émissions précédentes, le bleu, c'est pour les rookies et jaune pour les légendes. Légendes, donc 10 participations au Dakar. Je ne le savais pas hier, mais Anthony me l'a dit aujourd'hui, je peux me la raconter. Voilà. Et on n'a pas de rouge pour l'instant, mais c'est vrai qu'on pourra faire un point sur les original by Motul, les mâles moto. Ah, c'est les fameuses mâles, ils ont un classement. Il y a un vrai classement mâle moto. Ah bah oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mâle moto, c'est le truc le plus fou. Mais Ah tu oui, sais quoi? c'est clair. Passons à la catégorie moto et je vous en parle tout de suite des mâles. Les mâles moto, si vous ne connaissez pas, c'est la punition la plus ultime. Ah non. Non, mais il faut tout savoir faire. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, les concurrents dans toutes les catégories, à part en épreuve marathon, rentrent le soir, tu lâches ton SSV, tu lâches ta voiture, évidemment tu participes ou pas, je ne sais pas, sur certains pilotes, et les mécaniciens œuvrent sur ta machine. Les mâles moto, et ben justement, ça porte bien son nom, c'est que tu as un camion avec les mâles de tous les concurrents de cette catégorie-là, mâle moto, motule, et qui te mettent ta malle sur la grande bâche, et quand tu arrives le soir, et ben, tu mets toi-même sur ta béquille d'atelier ta moto, tu ouvres ta malle, et à toi de mécaniquer, et tu vas dormir si tu le peux. Autant vous dire qu'il faut savoir tout faire, que la plupart, c'est un enfer. Et pour ceux qui terminent, franchement, je trouve que c'est, pour moi, finir en mâle moto, c'est aussi beau que gagner Ah bah, c'est sur clair. des grosses catégories avec tout le team. On est d'accord, complètement. Et donc, on fera peut-être un petit point aussi, plutôt après l'épreuve marathon, par exemple, mais sur les mâles motos, malheureusement, on ne peut pas parler de tout. Mais oui, quand ça se calmera un petit peu devant, on aura l'occasion de les mettre en avant, parce que voilà, il y a aussi ce côté budget, finalement. Si tu veux t'engager au Dakar, Et c'est enfin- la première partie Mais à quel du prix? boulot. Bah oui, Mais à quel prix? Et souvent, c'est ça les mâles motos, l'hélicoptère, j'en parle, et c'est souvent là qu'on a bien des sûr. soucis. C'est- Voilà. Du coup, pour les motards, hier, il y avait des magnifiques images avec des motos qui roulaient à 10-15 ensemble. C'était des nuées Ouais. de motos. C'est clair. Comment ça s'est passé cette deuxième journée? Écoute, pas mal. Ça a été assez facile pour eux, j'allais dire entre guillemets, parce que rien n'est facile au Dakar et surtout pour des motards. Mais il y avait moins de kilométrage à faire. Il restait moins de 300 kilomètres à effectuer, puisque la plupart des pilotes étaient donc au bivouac eux. Mais c'est encore un même triplé, enfin en tout cas un triplé pour un pilote qui va marquer l'histoire, véritablement, Ah avec oui. la moto numéro 4. Daniel Sanders, 3e victoire consécutive en spécial. C'était Paris depuis 2017. Et un certain Barreda, eh bien voilà, Daniel Joan Sanders Barreda, ouais. l'a réussi. C'est assez fou parce qu'il n'avait pas gagné de spécial depuis 2023. Ouais. Et là, il met gaz en grand. Alors, il est bien aidé aussi, il faut le dire, on est honnête, par le fait qu'il n'y ait pas Sam Sunderland, qu'il n'y ait pas Toby Price et qu'il n'y ait pas tous les favoris non plus à moto cette année. Il était chez Honda, Barreda, à l'époque, il dit Ouais. toujours? Barreda, il roule plus, si. Est-ce qu'il roule encore? Je ne l'ai même pas vu cette année, non. Non, mais il n'est pas resté chez Honda de manière globale? C'est pas? Si, mais il roule plus là. je veux Oui, dire. oui, non, bien Ouais. sûr, exactement. Mais en Et tout je crois cas, que ça va mieux, en tout cas, chez Sherco aussi. Un C'est, petit peu mieux, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu en galère. Ah, C'était ouais. c'était un Français, je crois, qui était team manager, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avant roulait, je crois, chez Yam. Il est allé monter Sherco. Et il s'en est bien occupé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. P1, du coup, pour Danny Sanders. Ah oui, C'est exact. beau. Et Donc, avec 12 minutes 36 d'avance, il est leader Ça, c'est énorme. largement. Et Skyler Holmes a signé le deuxième chrono à 7 minutes 37 sur sa Honda. Il y a pas mal de Honda. On parle des Toyota à moto, mais en fait, les Honda, face au KTM, c'est vraiment l'escadrille, C'est ça. justement, qui est là. Même si le leader, Ricky Brabec, a perdu beaucoup de temps. Ah ouais? Ah ouais, là, il est loin. C'est pas fini, mais il se retrouve à 15 minutes au général. Quand on connaît les écarts, c'est loin, très loin. Il a fait le 8e temps seulement du 48 heures Mais chrono. il s'est passé quoi? Ils ont jardiné, du coup, ils cherchaient les checkpoints, Ouais, il a les un peu waypoints. jardiné, mais non, il a perdu du temps, tout simplement, bêtement. Mais voilà, il n'a pas su suivre le rythme et il n'a pas eu donc les bonifications qui sont allouées à tout le groupe qui roule ensemble. Ouais, c'est vrai, mais et je ne sais pas d'ailleurs si cette année, il y a une épreuve particulièrement qui va être vraiment décisive au niveau de la navigation. Il y en a toujours une ou deux qui est un peu Ouais. plus... qui paraît simple, mais finalement, c'est dans un énorme bac à sable et on te fait faire ça, et c'est C'était galère. un petit peu ça déjà dans le 48 heures chrono, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pilotes qui se sont arrêtés. C'était hier, avant la fin du premier bivouac.
Et en fait, ils n'ont pas compris pourquoi ça tournait à droite. Donc ils se sont arrêtés, ils se sont dit mais est-ce qu'on se trompe pas? Ah oui. Et donc ils ont jardiné un peu et hop, ils sont vraiment partis suivre le cap, mais ils n'étaient pas sûrs. Et je pense que dans les petits quarters, donc le quart vide, où c'est la taille de la France, je crois que tu me disais, vrai, c'est ça. ouais. Là, on aura des grosses surprises avec des dunes à n'en plus finir. Ça risque d'être énorme. On n'a pas parlé de notre Français préféré, Adrien Van Beveren. Il a terminé à 8,45. Il a pris de la pénalité lui aussi pour de l'excès de vitesse. Ouais, 2 minutes de pénalité. Il était bien, pourtant, il avait signé le deuxième chrono. Et puis, pénalité, donc 2 minutes d'ajouter. Il termine à 8,45. Il est donc 7e du général à 24 minutes 10. Alors, c'était une super aventure. Il a aimé ce 48 heures chrono. Ce qu'il n'aime pas, lui, c'est comment ça s'est passé pour l'ordre des départs. Moi, j'étais plutôt content de ça, le fait qu'on inverse les positions. Lui, en fait, a dit que ça dénaturait un petit peu le résultat, parce que si on se ratait au prologue, eh ben en fait, ça déroulait mal. Ah oui. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est mal déroulé au prologue, donc il a ouvert ensuite l'étape 1, puis ensuite, il s'est retrouvé mal placé pour l'étape 2, enfin pour les 48 heures chrono, donc du coup, il a dû rattraper tout le monde, et puis il a ouvert la trace. Tout s'est mal engagé, au contraire donc de Chucky, Daniel Sanders, qui lui a tout fait bien. Ouais, c'est clair. En tout cas, pas évident pour lui. Il a bien roulé, hein, Adrien. Attends, il adore la navigation. Oui. Il a ouvert pour tout le monde, donc si tu veux, c'est parfait. Il est très fort. Mais là, il était un petit peu embêté. Est-ce que ce matin, c'était un départ comme hier avec, d'un côté, c'était très marrant, on se retrouve dans Forza Horizon, moto d'un côté et voiture de l'autre? Non, là, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure... C'était cool, en tout cas. Visuellement, c'était très, très beau. C'est clair. Non, là, aujourd'hui, c'était moto, puis auto, puis moto, puis auto, puis moto, toutes les 30 secondes. D'accord, ouais, en tout cas, ça marche bien. P5 pour Ross Branch, quand même le tenant du titre du championnat du monde des rallye raid. Exact. Donc, il n'a pas gagné l'année dernière le Dakar, mais il est quand même le tenant en titre. Donc, lui, il a moyen de faire quelque chose. Troisième au général. Et il est sur Hero, donc c'est à 10 minutes 02. Il est troisième au général? Ouais. Troisième au général. Il perd 10 minutes sur les 48 heures chrono. Il a 12 minutes de Sanders qu'on a aperçu rapidement sur sa KTM. Donc voilà, 12 minutes d'écart entre Howes et Sanders. 12,40 pour Branch de retard. On va dire qu'il y a 4 secondes entre Howes et Branch. C'est pour ça que je disais qu'en 8e position, bien plus loin, Ricky Brabec en 5e position, à 15 minutes, c'était déjà très loin. Que dire d'Adrien Van Beveren, hein, évidemment, 7e à 24 minutes déjà. Ça va être plus que compliqué, mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours se passer des choses. Mais surtout que Adrien Van Beveren, il a fait 4 fois 3e, donc il est abonné, 3 fois 4e. Il a fait une seule fois 3e et ça lui a redonné du baume au cœur parce qu'il n'en pouvait plus de terminer 4e. J'espère qu'il se rendait compte de terminer 4e à chaque fois du Dakar, sachant qu'il a fait des victoires d'étapes, ça devait être rageant, quoi. Ah, c'est clair. Donc voilà, écoute, on va passer vite parce que je vois que le temps est déjà on a le à son terme. t'inquiète. On va parler quand même de Edgar Canet, le jeune rookie, encore une fois très bien placé. Il a signé la 2e performance donc, de cette étape 48 heures chrono en Rallye 2, mais il est avec son petit dossard. Mais c'est ce que j'allais dire, il n'est pas dans la même catégorie. Mais non. Il n'est pas en GP, il est en Rallye 2. Il est combien au scratch? Il est 10e au scratch et il est leader de sa catégorie avec 4 minutes d'avance sur Michael Docherty. On a des images de Docherty, il faut quand même que vous le découvriez, ce gars-là. C'est lui qui a l'épaule blessée. Le gars est 2e. Michael Docherty, il est là, le gars est blessé, et ben oui, mais c'est un motard, donc on y va, quoi. On fonce, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Ah, mais c'est complètement fou. Mais je trouve ça fou que Edgar Canet arrive à faire P10 au scratch parmi les teams usines. À un moment donné du 48 heures chrono, c'était le plus rapide avec son équipier, entre guillemets, chez KTM. Mais il y avait ça aussi, je crois, avec Van Beveren. Au début, il était privé, et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer. Je crois que c'était une année... Voilà. Ah, putain... Ouais, je connais quand même. Il est fort. Mais non, mais c'est ça, il s'était fait remarquer. C'est l'objectif, ouais. Et il y avait aussi un rookie l'année dernière, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait marché très fort chez Yamaha. Et je sais plus, mais j'ai souvenir de ça. Il s'était fait vraiment remarquer et il roulait très fort pour un rookie, surtout en privé. On a fait le point. Peut-être Noah, peut-être l'Indien qui est tombé dès le début, c'est pas lui? Non, c'était un Français. Ah, ok. C'était un Français. Je sais plus. Dites-le moi sur le chat si vous aussi ça vous parle, ce Français qui roulait chez Yam et qui avait bien marché sur ce classement général, qui a fait, je crois, une victoire d'étape à un moment donné. On vous parle de l'étape de demain. Ça va se calmer un petit peu. Voilà. Ça va se calmer, oui ou non? Parce que étape normale avec bivouac à la fin, mais est-ce qu'il y a de la neige? Il y a des orages surtout dans la région de Al-Enakia. Et donc, en fait, on a changé le parcours. Donc là, on découvre le parcours initialement prévu qui part de Bichat pour arriver à Al-Enakia. Mais en fait, on n'arrivera pas donc au
400, combien, ou 500 km, c'est au kilomètre 327 qu'on va finalement arriver et atteindre la spéciale. Ça sera donc 169 km a priori de coupé par rapport à ce qui était initialement prévu. Pas une grosse perte, mais quand même. Donc on n'ira pas jusqu'à El Enakia. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la grosse nave, tu vois, pas Non. un énorme virage là. Ouais, Bon, ça va évidemment, être- c'est pas tout droit, mais Au début, il y a quelques petites dunes, et puis ensuite, c'est assez roulant, donc il n'y aura pas beaucoup de possibilités de se cacher, entre guillemets, et de cacher son jeu. Mais il faudra, parce que l'étape marathon arrive juste après. Ah, mais- Donc il ne faudra pas ouvrir la spéciale étape marathon, où on rappelle, voilà, il n'y a pas ce système de bivouac A, B, C, D, E, mais il va y avoir quand même une étape où il n'y aura pas d'assistance, tout simplement, la marathon. Donc c'est en passant de Al Enakia jusqu'à Aïl. Donc voilà, c'est on ça. voit le marathon à Lula, 8 et 9 janvier, avant la journée de repos. Ah, ça va être un truc de fou. Alors c'est vrai que demain, ça va être une journée de transition, mais c'est vrai qu'avant l'étape de repos, ils vont prendre tarif. Ah, c'est clair. Ah, c'était censé être une étape de transition assez longue. Finalement, elle est amputée de quasiment 200 km, donc ça va un petit peu modifier les Ouais. choses. Peut-être donc que Cristina Gutiérrez, que Nani Roma vont avoir à cœur de faire des meilleurs chronos et de pouvoir ouvrir les traces pour aider leurs équipiers respectifs. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est très cool. Vous avez été nombreux sur le chat à venir nous voir. Là, voilà, on essaie de vous envoyer les vidéos maintenant le plus tôt possible. On vous l'a mis hier soir dans la soirée, l'émission. Donc, j'espère que vous êtes contents de pouvoir regarder cette émission le soir avant de vous Ça, c'est pour les endormir. tricheurs, parce que vous, là, qui êtes là, Ah oui. vous l'avez déjà vu, évidemment. Mais ça, c'est très cool. Puis merci de poser vos questions. Je vois que, par contre, vous n'avez pas trouvé comme moi comment s'appelait ce pilote de Yamaha. On essaiera de le trouver pour demain et je vous dirai, ah oui, je vous parlais de ce pilote-là. On va chercher avec Vincent ce soir. Bon, en tout cas, Anthony, un grand plaisir, comme d'habitude. Eh bien, parfait. Bravo. Et on se retrouve demain. Merci d'être nombreux. Et puis voilà, moi, je me la joue Gérard Holtz. Vive le Dakar. À demain.